Alors les gars, est-ce que j'ai vraiment craqué mon slip et acheté une Cartier Crash? Eh non. Aujourd'hui, je vous présente une des meilleures alternatives à la Cartier Crash, accessible et abordable. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur mon ton calibre. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler de cette excellente alternative à la Cartier Crash. C'est la marque Execo et la Melting Watch. Alors, je vous présente tout de suite cette marque, ou cette montre, les deux. Donc, on reçoit la montre là-dedans, dans cette petite pochette, petit étui qui fait le taf, assez simple, mais suffisant, avec hop la Melting Watch, Execo, avec les différentes Melting Watch que l'on peut retrouver, tac, tac, tac. Et là, nous avons la boîte avec la montre qui est bien insérée dedans. Et ce que j'aime bien en fait dans cette boîte, c'est que le boîtier, enfin là, il y a vraiment la forme du boîtier ici. Donc bon, en dessous, on a la carte de garantie. Je pense que ça sert à rien de la sortir. Quoi qu'il en soit, on va vous présenter l'histoire de ce modèle qui est quand même pas commune. Alors, vous connaissez probablement la Cartier Crash, qui est une montre... c'est un Pokémon rare de chez Cartier. Donc c'est une montre qui à la base a une histoire assez intéressante. L'histoire veut, en tout cas c'est l'histoire comme la raconte Cartier, ce serait qu'en 1967, un client serait venu à la boutique Cartier de Londres avec une montre qui sortait d'un accident de voiture. Donc on ne sait pas trop, ça dépend suivant les sources, si c'était une tank ou si c'était une baignoire. En tout cas, Jean-Jacques Cartier a vu cette montre complètement déformée avec le boîtier qui partait dans tous les sens. Et il a tellement aimé qu'il s'est dit, puisque Jean-Jacques Cartier à l'époque c'était vraiment celui qui était à la boutique de Londres, il a tellement aimé qu'il s'est dit, allez, on a quelque chose à faire et on va faire une montre spéciale en hommage à cette montre qui est revenue en SAV et on va l'appeler la Crash. Il y en a d'autres qui disent, oui, mais la Cartier Crash, elle est quand même un peu inspirée des montres molles de Salvador Dali. Là, les montres molles de Salvador Dali, on est un petit peu plus dedans avec cette montre. Pourquoi? Parce qu'on va en parler plus tard. Mais après, voilà. Est-ce que la Cartier Crash a été vraiment inspirée par l'accident de voiture ou est-ce qu'elle a été inspirée par Salvador Dali? Et est-ce que cette montre a été vraiment inspirée par Salvador Dali ou a été inspirée par la Cartier Crash? Donc c'est un peu bref, c'est un peu brouillon et vous allez voir, je vais essayer de vous raconter l'histoire de cette montre, mais pareil, c'est un petit peu brouillon, donc n'hésitez pas s'il y a des corrections à faire, si vous avez des informations, etc., à venir me corriger. D'autant plus que c'est une montre où il y a très peu d'informations dessus et c'est une montre dont la production a été arrêtée vers 94-96 et voilà, 94-96, il n'y avait pas toutes les sources internet qu'on peut avoir maintenant, donc c'est très dur de trouver des infos et la plupart des infos, c'est l'influenceur italien qui s'appelle Ayam Casa qui a essayé de fouiller un peu, etc. et de faire remonter tout ça, mais à quel point c'est véridique, à quel point c'est vérifiable, on se pose la question. En tout cas, il a fait une vidéo qui est très très cool avec Marco de Swiss Watch Gang. Je vous mettrai le lien en description. Et voilà, on va passer un peu à l'histoire. Donc, l'histoire officielle, enfin en tout cas Ayam Casa, ce serait que vous connaissez tous ce fameux tableau de Dali qui s'appelle La persistance de la mémoire. Et c'est un tableau dans lequel on trouve un peu des horloges, montres, etc. Que Dali aurait dessiné apparemment en voyant du camembert couler petit à petit. Il s'est dit, ah, le temps passe en même temps que ce camembert coule, etc. Et le temps qui passe, c'est quelque chose de très, enfin, qui est pas dur, qui est très mou. Bref, il est parti dans son délire, c'est Salvador Dali, je ne sais pas si tout le monde peut comprendre un peu ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, mais en tout cas, il est parti, il a fait ce fameux tableau, La persistance de la mémoire. D'après les rumeurs, certains disent que Dali aurait vraiment souhaité faire cette espèce d'horloge en montre-bracelet un jour. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai?
On ne sait pas, c'est un peu brouillon, mais en tout cas, c'est ce que disent les rumeurs. Et en 89, pareil, j'ai pas pu le valider et le confirmer, donc je mets des gros guillemets. Il y aurait eu apparemment des prototypes de cette montre à Baselworld en 89. Donc après, rappelons que Dali est mort en 89 et en tout début d'année, je viens de vérifier là juste avant de tourner la vidéo, il est mort en janvier 89. Donc est-ce que c'était vraiment par rapport à la volonté de Dali qu'il avait eu quand il dessinait ses montres ou pas? On ne sait pas. En tout cas, la montre elle est vraiment sortie sous l'impulsion d'un entrepreneur suisse qui s'appelait Philippe Mürer. Et vers 90-91, la société Execo, je ne sais pas vraiment comment on prononce, a été créée. Et du coup, on commençait à vendre ces fameuses montres Soft Watch de Dali, ou plutôt, comme on peut voir ici, Melting Watch. Les montres, ce qu'il faut savoir, alors cette société, je ne sais même pas d'ailleurs si cet entrepreneur suisse était dedans, s'il a investi ou pas, ça c'est encore des infos qu'on n'a pas. Quoi qu'il en soit, apparemment, ces montres auraient été vendues au musée de Salvador Dali en Espagne. Ils ont sorti plusieurs pièces, dont une, la dernière, elle était un petit peu plus ronde. Donc c'était vraiment un boîtier rond, mais en fait, la partie inférieure commençait à venir couler justement. Donc ils ont sorti, je crois, la première pièce où il y avait zéro écriture dessus. Ensuite, ils ont sorti la pièce où c'était écrit Melting Watch, comme celle-ci. Et ensuite, je crois qu'il y a eu cette dernière pièce avec un boîtier un petit peu plus rond. Dans tous les cas, je vous mettrai la vidéo que Marco Swiss Watch Gang a fait avec Ayam Casa. Je pense que c'est la vidéo la plus complète que vous pourrez trouver aujourd'hui, même si voilà, faut quand même prendre, faut pas prendre tout au pied de la lettre parce que il y a très peu de sources et en tout cas moi qui aime bien en général pouvoir vérifier certains trucs, bah là j'ai pas pu, c'est pour ça que je mets des guillemets quand je parle. Quoi qu'il en soit, ces montres du coup elles auraient été vendues au musée Salvador Dali en Espagne et vers 90-91 non, la marque elle a été créée vers 90-91 et ouais, ils ont commencé à vendre les montres à ce moment-là. Ils ont sorti plusieurs pièces, etc., etc. Et c'est vers 94-96, pardon, où là, ils ont décidé de se dire, ah bah tiens, on va mettre la signature de Dali sans son autorisation sur le cadran. Comme ça, au moins, ça va vendre plus de montres. Au moins, voilà, c'est plus simple. Sauf que, bah, voilà, sans son autorisation, bah, je pense que vous avez compris, c'est peut-être pas le move le plus malin à faire. Et du coup, ils ont pris un joli petit procédé famille, je pense, et ils ont dû fermer la société. Donc, à partir de là, 94-96, les montres n'étaient plus produites et fermeture de rideau. Il n'y a plus rien à voir ici, quoi. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait de cette softwatch pour les musées des pièces qui étaient un peu, qui sont devenues vintage avec le temps, etc. La production s'est arrêtée, donc elles étaient de plus en plus rares, etc., etc. Et c'est là où les influenceurs, et notamment Ayam Casa, a commencé à parler de cette montre. Et il y a eu une hype qui s'est prise. Et comme la hype a commencé à prendre de plus en plus, et ben la marque comment on dit, la marque renie de ses cendres. En tout cas, il y a eu un reborn entre guillemets. Et maintenant, cette montre en fait, dont le prix en vintage avait complètement explosé, elle était dans les 2-3 000 euros, etc. Et alors qu'à l'époque, elle se vendait dans les musées, je sais pas, peut-être pour 200-300 euros. Je crois qu'ils disent 200 livres sur la vidéo avec Ayam Casa sur Swiss Watch Gang. Après, il faut remettre avec l'inflation à l'époque, etc. Il faut faire la traduction en livres euros, mais bon, vous m'avez compris. Et du coup, voilà. Du coup, il y a eu tellement une hype, les prix sont montés tellement haut qu'ils se sont dit, bah tiens, on va relancer cette marque. Quoi qu'il en soit, on s'est dit qu'on allait en parler, puisque je crois qu'en France, personne n'en a parlé, si ce n'est Martin de TikToker, et il en a parlé uniquement sur TikTok très brièvement, sans montrer plus de détails, parce que format TikTok, c'est quand même beaucoup plus rapide. Donc on s'est dit, on va vous la présenter plus en détail ici, et c'est là où je vais commencer à vous parler des caractéristiques, de mon ressenti sur cette pièce, de est-ce qu'il faut l'acheter, etc., etc. Alors, niveau caractéristiques, le boîtier, il fait 47/28. Là, je précise, c'est des dimensions qui sont un petit peu aléatoires, hein, parce que bon, vous avez compris. On a un verre qui est bien bombé, qui est assez sympa. Franchement, moi, je trouve que ce verre, regardez,
tac, tac. Il a de l'épaisseur, hein, ce verre. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas combien il fait en épaisseur et combien il rajoute. En tout cas, c'est un verre en acrylique. C'est du verre plastique. Le boîtier, il est, je ne l'ai pas précisé, hein, mais c'est bien sûr du PVD or rose. L'étanchéité est de 3 atmosphères. Et on retrouve ici les chiffres romains. Parce que, bien sûr, les chiffres romains, c'était les chiffres qui étaient sur les quartiers tanks. En périphérie, on retrouve là, hop là. En périphérie, on retrouve donc le chemin de fer. On retrouve même la signature de la marque ici, Execo, dans le chiffre romain, ce qui peut faire penser à certaines signatures de certaines marques qu'on vient de citer. On retrouve juste en dessous le petit logo Execo avec le Melting Watch. Moi, j'aime beaucoup, c'est ce centre-là avec, avec un petit peu plus de profondeur au niveau du centre. Je trouve que c'est malin. Ça donne un peu de profondeur sur cette montre. Et voilà, on voit tous ces chiffres qui sont un peu éclatés, déformés, machin. Par contre, je vous mets au défi là de savoir quelle heure il est, hein. Grosso modo, à part à 15, 30, 45 et 0, c'est assez compliqué. En tout cas, je pense qu'on met cette montre plus pour le look que vraiment pour pouvoir lire l'heure de manière très rapide. Puisque là, regardez, même là, quelle heure il est? Il est 17? Ouais, 9h17. C'est pas évident, hein. Regardez, on va faire un test, on va mettre top, je ferme les yeux et je fais top. Voilà, là, putain, franchement, il me faut un peu de temps pour savoir quelle heure il est. Je dirais, même là pour l'heure, je dirais 2h15. Mais ouais, ça saute pas aux yeux, quoi. Bref, quoi qu'il en soit, ici sur cette version, on a un fond vissé avec 4 vis, donc sur les nouvelles versions. Je précise que certaines anciennes versions, sur les vintage, on avait ici une petite vis, un petit pas de vis pour pouvoir enlever la couronne, etc. Je trouvais ça un petit peu plus élégant, un petit peu plus sympa, mais ici, bon, c'est quand même plus pratique, on va dire. Donc on retrouve les mentions avec la marque, Swiss Design. Je pense que c'est la référence qui est en dessous. Je ne vous l'ai pas dit, mais comme d'habitude, je vous mettrai le lien en description. Stainless Steel 316L, parce que c'est un boîtier en acier 316L, recouvert de PVD or, certes, mais toujours 316L, et le Water Resist 3 ATM. Le bracelet, franchement, le bracelet, il est très quali. Et ce que j'aime bien, le bracelet, c'est, regardez, hop là, on a ici la petite boucle avec cette forme très sympa. Et on a de l'autre côté, pareil, un petit prolongement du bracelet. Franchement, le bracelet a l'air très quali. Après, je trouve que je ne l'ai pas assez porté pour l'instant pour vraiment me faire une idée. J'aime beaucoup aussi, c'est au niveau des cornes. Vous voyez quand la montre vient se poser au poignet. Alors là, moi, vu que j'ai plutôt un petit poignet, bon, ça ne se voit pas tellement. Mais vous voyez, même quand je fais comme ça, en fait, il n'y a pas vraiment d'entrecorne visible. L'entrecorne, il est vraiment au dos de la boîte. Donc là, ça ne se voit pas. Et je trouve ça très chouette. Elle est légèrement épaisse, mais franchement, on ne lui en veut pas parce qu'elle en jette tellement que de toute façon, voilà. Et voilà, sur mon poignet, ça vous donne une idée. Je vous rappelle, moi, j'ai un poignet de 17 cm. Voilà à quoi ça ressemble. C'est vrai que la couronne est jolie. Moi, j'aime bien la couronne. Elle est bien ronde, etc. Elle a une bonne forme, très agréable. Mais elle est un petit peu dure à venir manipuler parce que forcément, elle est dans cette espèce de creux là de la vague. Donc, c'est pas évident. En tout cas, voilà, je tenais à faire cette vidéo parce que la bonne nouvelle, c'est vraiment que pendant longtemps, ces montres, elles devenaient introuvables. Et même moi, hein, je me suis dit, je fais partie de ces gars qui se disent, putain, j'aimerais bien acheter une Cartier Crash. Elles sont d'enfer, j'adore le modèle, etc. Et j'étais prêt à mettre les 2-3 000 sur une vintage, mais je me disais, quand même, ça fait mal aux fesses, hein. Je crois qu'apparemment, d'après Ayam Casa, ils avaient produit plus d'1 million de montres à l'époque avec le musée, etc. Se dire, j'achète une montre 2-3 000 euros alors qu'elle est sortie à l'époque à, je ne sais pas exactement le prix, mais peut-être qu'elle a fait x10, c'est toujours moyen. Donc j'ai attendu un peu et j'ai bien fait parce que voilà, ils sont venus avec cette réédition, donc c'est pas plus mal. Une autre chose, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont peut-être dire oui, c'est montre hommage de Cartier Crash, ça n'a rien à voir avec Dali, ou alors si ça marche, c'est parce qu'il surfe sur la Cartier Crash, etc. Oui, c'est sûr. Après, il y a quelque chose, et je pense que je ferai vraiment un jour un sujet complet sur la chaîne principale Le Calibre, c'est qu'il y a un truc aussi à acheter une montre hommage, c'est qu'on sait qu'on n'a pas la bonne.
on sait qu'on n'a pas la vraie. Mais par exemple, moi, depuis que j'ai celle-ci, franchement, je l'adore. J'aime beaucoup la porter, mais je l'aime pas tant que ça. En fait, j'adore le fait de l'avoir dans ma collection. J'adore le fait de me dire, ah tiens, si je veux porter une montre qui fait cet effet, je l'ai. J'adore le fait de se dire, tiens, j'ai ce boîtier qui est vraiment montre de forme par excellence, etc., etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que depuis que j'ai reçu celle-ci, même si je l'aime beaucoup et que, encore une fois, j'adore tout ce que je viens de citer, bah, même si j'avais l'argent, je pense pas que je mettrais les 200 000 pour une Cartier Crash, quoi. Et encore les 200 000, je crois que c'est pour la Crash Paris. Si on parle des Crash Londres, je crois qu'elles sont encore un peu plus chères. Donc au final, ça m'a fait aussi ouvrir un peu les yeux. Et c'est pour ça que des fois, avoir des montres hommages, c'est pas mal. Après, quand je dis montre hommage, bon là on parle de la Cartier Crash, je crois qu'à part celle-ci, je vois pas beaucoup de montres hommages qui ont été faits. Si vous me prenez une Invicta qui ressemble à une Submariner, pour moi, en tout cas, je suis un petit peu moins OK à la porter. Mais encore une fois, tout dépend de plein de choses, etc. Et c'est pas parce que quelqu'un aime bien une Invicta et qu'il en porte une que je vais forcément le juger ou quoi. Par contre, si par exemple, je sais pas, un journaliste comme moi qui est dans l'horlogerie, qui porte une Invicta et qui fait des papiers sur les grandes maisons, bah, je trouverais ça un peu dommage parce que c'est un peu du vol du design. Mais vous allez me dire oui, mais peut-être que c'est un peu pareil avec la montre que tu nous présentes. Donc tout est super subjectif. Mais bref, si par exemple c'est un jeune de, je sais pas, 18 ans, 20 ans et qui a pas beaucoup d'argent et qui se prend une Invicta parce qu'il est fan de Rolex, mais qu'il a dans la tête de se prendre une Rolex un jour, bah pourquoi pas. Tout est vraiment subjectif et vraiment, il faudrait qu'on fasse un sujet complet une fois sur le calibre. Ça fait longtemps que j'en parle, mais je sais que c'est le genre de sujet où je vais me prendre pas mal de balles. Donc peut-être que c'est pour ça que inconsciemment je le décale un peu. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de présenter cette montre, même s'il n'y a pas tant de choses à dire. En final, le plus à dire, c'est elle-même qui le dit. C'est cette montre qui parle d'elle-même et voilà, qui vous dit tout là juste en vous regardant comme ça. Donc dites-moi en tout cas comment vous l'avez aimé. Moi, il y a quand même un défaut principal, hein, c'est vraiment cette lisibilité et c'est très approximative. Mais je suis quand même content de l'avoir dans ma collection, même si je la porte pas hyper souvent. Je sais qu'au moins, dès que je la porte, elle passe pas inaperçue. Et voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui était, ma foi, peut-être un petit peu plus brouillonne que les autres. M'en voulez pas. Dites-moi dans les commentaires quel est votre Cartier préféré, quel est votre modèle de Cartier préféré ou votre modèle collection, comme vous voulez. Dites-nous tout ça dans les commentaires. D'ailleurs, on a fait une vidéo où on parle de la Cartier Crash et on parle de plein de choses différentes par rapport au Cartier, notamment comment est-ce qu'une prostituée a pu sauver la marque. Ça s'est passé sur la chaîne principale. 7 choses que vous ignorez sur Cartier, je crois que c'est le nom de la vidéo, je vous la remets aussi en description. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin. Bonne fête de fin d'année, joyeux Noël et bonne année 2025. Ciao!